À l'occasion de la sortie prochaine du livre exceptionnel de Paul-Éric Blanru, Sécession, l'art de désobéir, aux éditions Fiat Lux, nous sommes partis à la rencontre de l'auteur dans le sud de la France. De Nice à Cannes, l'historien nous raconte avec truculence sa carrière, revient sur la zététique, le suaire de Turin, le complotisme et les anticomplotistes. Il nous parle avec franchise de son expérience tumultueuse avec l'ex-dissidence. Il fait des révélations fracassantes sur Yann Moix et Robert Forisson. Il lève le voile sur les principes qu'il défend depuis toujours, à commencer par le principe de liberté, dont le corollaire est un anti-étatisme farouche. Pour lui, l'ennemi numéro 1, c'est l'État. Ce passionné de Nietzsche nous explique pourquoi. Alors ici, nous sommes dans la première résidence de Frédéric Nietzsche, qui est arrivé ici le 2 décembre 1883 à Nice. Il est dans une période assez dramatique de sa vie parce qu'il a rompu avec l'un de ses grands amours qui était Lou Salomé. Il a également rompu avec l'un de ses maîtres et complices, Richard Wagner. Il veut se changer les idées. Il veut aussi quitter l'idéologie nordiste, germanique qu'il ne supporte plus. Il étouffe. Et ce qu'il veut, lui, c'est la clarté de la lumière, évidemment, de Nice, et la clarté des idées. Donc c'est l'appel du Sud. Et cet appel du Sud, il l'a déjà ressenti en allant à Venise. J'ai écrit un livre qui est sorti chez Fiat Lux, dans lequel je raconte eh bien, le périple et l'histoire d'amour de Nietzsche avec la Sérénissime. Ben, il a eu également une histoire d'amour comparable avec Nice, parce qu'avant d'aller à Venise, au cours de l'année, il passait son hiver à Nice. Et il prenait le train et puis après, il allait passer le printemps, Pâques en particulier, à Venise. Et alors, il a des pages extraordinaires sur Nice qui lui redonnent le moral, le tonus. Il parle du ciel alcyonien. Ce qu'il aime ici, c'est le quartier italien. Nice est une ville italienne et il adore le quartier italien. C'est dans ce quartier-là qu'il va vivre, et il détestera, parce que pour lui c'est un quartier cosmopolite, et il détestera le quartier français qui lui paraît bourgeois. Alors, il aime le quartier populaire ouvrier et il déteste absolument la ville française. Ce qu'il aime ici, c'est que ça lui rappelle Gênes. Alors voilà, c'est sa première adresse, il n'y est pas resté trop longtemps, c'est la seule qui est spécifiée, qui est notée, et puis il y a un médaillon absolument extraordinaire, et c'est tout à fait juste, c'est là qu'il commence ses séjours à Nice. Après il va aller dans d'autres endroits, sachant que Nice a été une ville très importante pour lui, parce qu'il a écrit une grande partie de Zarathustra, qui est son ouvrage principal, à la fois poétique et philosophique, et aussi il a écrit une partie du Gai Savoir, de Par-delà le bien et le mal, donc des ouvrages très importants pour lui. Et je vais vous raconter en quoi Nietzsche a été aussi important pour moi. Alors voilà, c'est la première lettre que Nietzsche écrit de Nice, de cette adresse, 38 rue Ségurane. Il écrit Ségurance, il se trompe. Elle date du 4 décembre 1883 et il écrit à son grand ami Peter Gast, qui s'appelle en réalité Heinrich Köselitz, qui est un musicien et qui habite Venise. Et il dit: ah, cher ami, je reçois votre carte et j'ai quitté Gênes. Et après de longues hésitations, je me suis établi depuis avant-hier à Nice pour tout l'hiver. 220 jours parfaitement sereins dans l'année ont fini par me décider. Cette magnifique plénitude de lumière niçoise a sur moi, mortel, très supplicié et souvent si désireux de mourir, une action quasi miraculeuse. J'aurai ici pour les 6 mois d'hiver presque autant de jours ensoleillés qu'à Gênes durant l'année entière. C'est pourquoi j'ai dit adieu à la chère ville de Colomb. Elle ne fut jamais autre chose pour moi. Et tout à la fin, elle était d'une beauté émouvante. Mais la partie française de Nice m'est insupportable et forme presque une tache dans cette splendeur méridionale. Mais il y a en outre une ville italienne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux Nice. Et c'est là, dans les quartiers les plus anciens, que j'ai loué. On y est. Et lorsqu'on est obligé de parler, c'est en italien qu'on y parle, un petit peu comme dans la banlieue de Gênes. Alors Nietzsche a également habité ce petit quartier très populaire qui est juste à l'entrée de la vieille ville, qui s'appelle le quartier des Ponchettes. Très très populaire comme on voit. Il ne vivait que sur une modeste pension qu'il avait de l'université de Bâle et du canton de Bâle, qu'on lui allouait, et sa mère devait lui envoyer un petit peu d'argent et souvent des vivres et des saucisses et des choses comme ça, ou même un poêle pour se chauffer. Et il habitait ici ce quartier qu'on appelle les Ponchettes. Ce qui est une coïncidence assez amusante, si on peut dire, de l'histoire,
c'est qu'on sait très bien qu'il est devenu fou, qu'il a eu une crise subite de démence à Turin, la ville du Suaire de Turin, dont je me suis occupé, et que juste à côté des Ponchettes, on a l'église du Suaire de Turin, la rue du Saint-Suaire, dont on va parler dans quelques instants. Alors ici, nous sommes devant la chapelle de la très sainte Trinité et du Saint-Suaire, qui est tenue par la confrérie des pénitents rouges. À Nice, il y a des pénitents bleus, blancs, rouges, noirs. Alors les rouges s'occupent principalement du Suaire de Turin. Il y a une messe extraordinaire de rite tridentin tous les 11 mai. Et alors pourquoi c'est une chapelle du Saint-Suaire? Parce que le Suaire de Turin, qu'on appelle le Suaire de Turin aujourd'hui, a séjourné dans le château qui est juste au-dessus pendant 7 ans. Il était la propriété du duc de Savoie qui était pourchassé par le roi de France et il est venu se réfugier à Nice, qui était une ville libre, qui n'était pas française à l'époque. Et donc il a résisté ici et il y a eu des ostensions du Suaire, de cette relique, qui est censée être la relique de Jésus mort et enseveli en train de ressusciter. Il y a eu des ostensions pendant plusieurs années et les pénitents rouges aujourd'hui existent toujours et ils se promènent dans les rues et ils font des prières, des processions pour vénérer cette relique qui réside désormais en Italie. Alors je tiens à préciser 2 petites choses sur le Suaire de Turin. J'ai écrit 2 livres, un qui s'appelle Miracle ou imposture, l'autre Le secret du Suaire. Alors on m'a beaucoup reproché dans certains milieux de faire mon rationaliste, mon sceptique à outrance, etc. Il faut savoir que ce Suaire a été daté du Moyen-Âge. Il est daté. C'est comme ça, j'y peux rien par le carbone 14. Il y a eu des datations officielles. Ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'il y a eu des datations qui n'ont pas été officielles et qui ont été faites par le Vatican. C'est ce que je prouve dans un des livres, parce que j'étais en correspondance avec la personne, le professeur Gove, qui est l'inventeur de la méthode de datation avec laquelle on a daté le Suaire. Donc ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, c'est pas du rationalisme militant que j'ai fait. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au Suaire, j'y croyais. J'allais à l'église tous les dimanches, j'étais persuadé que c'était une véritable relique de Jésus. Et puis j'ai beaucoup travaillé. Et je me suis aperçu, par exemple, qu'on ne citait jamais une bulle du pape de l'époque, de la date d'apparition du Suaire, qui dit la chose suivante. C'était Clément VII, hein, il s'appelait ce pape. Et donc les termes de sa bulle étaient parfaitement clairs. Il disait « nous » donc, hein, il parle de lui en majesté, dans le souci de porter un remède approprié à la pratique des ostensions et d'en écarter tout danger d'erreur ou d'idolâtrie, nous voulons, et en vertu de notre autorité apostolique, nous statuons et ordonnons par la teneur des présentes ce qui suit. Chaque fois que la dite figure ou représentation, donc du Suaire, sera dorénavant montrée au peuple, le doyen et le chapitre susdit, ainsi que les autres personnes ecclésiastiques qui feront l'ostension de la figure ou représentation, ou celles qui y seront présentes, ne pourront en aucun cas revêtir à cet effet pendant toute la durée de l'ostension, ni chape, ni surplis, ni aube, ni pluviale, ni aucun autre vêtement, ni ornement liturgique. Ils ne feront pas non plus les solennalités en usage dans l'ostension des reliques. De même, ne pourront-ils allumer à cet effet ni torche, ni cierge, ni chandelle, ni utiliser aucune autre sorte de luminaire. Enfin, celui qui fera l'ostension devra avertir le peuple. Et là, c'est très important. Celui qui fera l'ostension de la relique devra avertir le peuple au moment de la plus forte affluence et dire à haute et intelligible voix, toute fraude cessant, que la dite figure ou représentation n'est pas le vrai Suaire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'elle n'est qu'une peinture ou tableau du Suaire qu'on dit avoir été celui du même Seigneur Jésus-Christ. C'est le pape qui dit la chose suivante, c'est pas Polléric Blanc-Rue. Donc il faut se rendre à l'évidence, ce Suaire n'est qu'une copie, peut-être du vrai, sait-on jamais. En tout cas, il n'est qu'une copie. Et ce qui est intéressant, pour moi, c'est de voir les choses avec esprit critique. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de la zététique, c'est la raison pour laquelle aussi Nietzsche m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup apporté. Nietzsche a été pour moi une sorte d'éveilleur quand j'étais adolescent. Dans ma tête, ça a été une sorte de feu d'artifice. Il m'a ouvert à de nouvelles perspectives parce qu'il a dit à tout le monde « bas les masques ». On arrête la mystification générale sur à peu près tous les sujets, la morale, l'histoire, les fausses idées qu'on peut se faire sur toutes les choses. Il faut tout remettre à plat. Il faut essayer de creuser davantage. Et pour ça, évidemment, il faut avoir l'esprit
critique, non pas l'esprit de critique, on confond souvent les deux. L'esprit de critique, c'est l'esprit du chicaneur. Non, l'esprit critique, c'est agir avec méthode, essayer de cerner un problème de la manière la plus rationnelle possible pour en voir les soubassements et pour pouvoir l'expliquer tout simplement. Et il ne s'agit pas de dire que le surnaturel n'existe pas, par exemple. Pas du tout. Il s'agit de dire qu'un certain surnaturel frelaté est dangereux. Il s'agit de dire attention à la seconde religiosité, comme disait Spengler, ou attention à la parodie de spiritualité et de religion, comme nous en avertissait Guénon. René Guénon et Julius Evola ont écrit des livres dans lesquels ils ont démystifié le spiritisme, la théosophie, l'anthroposophie et toutes les sectes à gourous pseudo-surnaturalistes ou paranormalistes qui fleurissaient au début du XXe siècle, à la fin du XIXe aussi. Moi, j'ai suivi leur chemin. Et c'est ce qui m'a amené à fonder le Cercle Zététique avec quelqu'un qui habite Nice également, tout est dans le même secteur, qui s'appelle le professeur Henri Brock, qui enseigne la zététique à l'université de Nice. Et j'ai fondé avec lui, il était le membre d'honneur et président d'honneur de l'association que j'ai fondée en 1993, le Cercle Zététique. La zététique, ça veut dire zéten, c'est chercher, tout simplement, chercher avec méthode. C'est une hygiène préventive du jugement, c'est l'art du doute. Et j'ai travaillé là-dedans pendant 10 ans, avec des amis et avec des croyants. D'ailleurs, on avait un curé qui s'appelait l'abbé Joblot. En souriant, je disais qu'il était l'aumônier du cercle zététique. Et il y avait évidemment, alors au départ, il y a eu y compris des radiesthésistes. Et on a fait des centaines d'expériences avec des voyants. Moi, j'ai fait 40 maisons hantées. J'ai à peu près fait le tour de la question, donc j'ai un peu une idée sur ce qu'est le surnaturel, ce qui peut être, ce qui n'est pas en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup de ruses, beaucoup de trucages et qu'il faut faire très attention. On voit aujourd'hui sur Internet des gens que je ne citerai pas, mais tout le monde les reconnaîtra, qui font la chasse aux loups-garous, aux vampires, etc., moyennant finance. Tout ça, c'est de l'escroquerie et de l'abus de confiance. Et moi, j'ai essayé de dire attention, attention danger. Une fois que j'avais fait le tour de tout ça, j'ai fait plein d'émissions de télé, je me suis un peu amusé, j'ai joué un peu au guignol chez De Chavannes, tout ça. C'est rigolo, on s'est bien amusé. On a fait les choses sérieusement également parce qu'on avait des agrégés de sciences, on avait des profs, des profs de haut niveau, même y compris du Collège de France. Et puis au bout de 10 ans, j'en ai eu assez de taper toujours sur les mêmes têtes parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que les gens parfois ont besoin, les gens sont crédules et puis ils vivent une situation difficile. Et il y avait des choses plus graves. Et donc je me suis dit, attaquons-nous peut-être à des choses encore plus importantes, plus vicieuses. Et ce sont les mythes sociaux, les mythes politiques, les mythes idéologiques. Et c'est ce qui m'a conduit là où j'en suis aujourd'hui. Alors ici on a donc l'Opéra Nice-Côte d'Azur, qui était l'un des lieux favoris de notre ami Nietzsche quand il était résident à Nice. Il adorait en particulier les opérettes. Pour lui, c'était quelque chose de très léger, de très solaire, beaucoup plus que les opéras de Wagner. Il avait été très proche de Wagner, mais pour lui c'était beaucoup trop nordique, trop compliqué. Puis il reprochait aussi à Wagner un petit peu son ralliement au christianisme à la fin de sa vie. Alors il a opposé, on va dire à Parsifal, l'art ibérique de Carmen, qui pour lui c'était le symbole de la liberté. Grand thème dans la vie de Nietzsche, la liberté d'esprit, la liberté de penser. Et c'est ce qui me caractérise aussi, à mon petit niveau évidemment, c'est la liberté de penser, d'avoir un sanctuaire intérieur, un royaume intérieur que l'on développe et ne pas se faire brider par les lois, par le pouvoir, par l'État dont Nietzsche disait que c'était le plus froid des monstres froids. Alors Nietzsche a habité juste ici, dans la rue Saint-François-de-Paul. Cet appartement-là, qui donnait sur le square des Phocéens, qui était un square qui existe encore aujourd'hui. Il avait donc une vue mer extraordinaire. Et sur le square des Phocéens, pour lui, c'était tout un symbole parce qu'il vénérait la Grèce antique qui avait fait plusieurs comptoirs. Et donc, pour lui, c'était très très important. C'était une sorte de retour aux sources. Mais à propos de Nietzsche, on va peut-être maintenant développer et parler d'un certain nombre de choses ayant rapport à l'esprit critique. Et on peut parler du complotisme par exemple parce que nous sommes à côté de la promenade des Anglais à 2 pas où le 14 juillet 2016 a eu lieu le dramatique attentat que l'on sait, commis par un Tunisien prétendument musulman qui en réalité était un drogué, alcoolique, bisexuel qui avait des problèmes psychiatriques.
et que le seul fait de dire ce que je viens de vous dire peut me faire suspecter d'être complotiste ou comme on dit aussi confucianiste, je crois. Enfin, on invente des mots comme ça pour mettre hors jeu tous les gens qui tentent de réfléchir sur ce qui se cache derrière la réalité. Et quelqu'un comme Nietzsche nous apprend au contraire à gratter ce qu'il y a sous le vernis. On va aller faire un tour sur la promenade des Anglais pour en parler. Alors là, on est juste ici à l'endroit où le fameux 19 tonnes du déchiste tunisien a arrêté sa folle course meurtrière qui a fait environ pas loin d'une centaine de morts et 500 blessés. J'ai une amie d'ailleurs qui était présente et qui a dû slalomer pour rentrer chez elle entre les cadavres. C'était vraiment une catastrophe. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de mystères autour de ce qui s'est passé. On se pose des questions naturellement. Il ne s'agit absolument pas de dire que c'est voulu, ça a été décidé par l'État, ou pas du tout. Il s'agit de réfléchir, par exemple, pourquoi un 19 tonnes a pu venir sur la promenade des Anglais alors qu'un 3,5 tonnes est interdit et qu'il a été vu déjà les jours précédents et il n'a pas été arrêté. Donc il y a un véritable défaut au niveau étatique, gouvernemental et de la sécurité des citoyens. Et on devrait s'interroger sur ça, sur les pouvoirs de l'État qui se prétend garant de notre sécurité et de notre protection, qui nous oblige à des contrôles intempestifs et qui en réalité laisse faire le moindre terroriste amateur avec 3 bouts de ficelle et un camion qu'il a loué. Alors, je parlais du complotisme. C'est quoi le complotisme? Est-ce que les complots existent? Bien évidemment que oui. On le sait, la Saint-Barthélemy c'est un complot, l'assassinat de Jules César c'est un complot. On sait que dès qu'il y a 2 personnes qui décident de quelque chose dans le secret, c'est un complot. Donc des complots, il y en a partout. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Le livre noir des manipulations historiques, dans lequel j'examine certaines thèses qui sont complotistes, que je réduis à néant, et je montre au contraire qu'il existe aussi des vrais complots, et je fais une annexe, et dans cette annexe, je tente de comprendre quelle est la psychologie du complotiste de base, à la Alex Jones, on va dire, ou à la Messan, ou à la Soral, qui est l'un des plus grands trolls du net. Et ces gens-là, je tente de comprendre leur folie intérieure. Et en général, leur folie intérieure, elle est très vite compréhensible, c'est-à-dire que c'est l'intérêt, quoi, c'est l'intérêt financier. C'est parce que, tout simplement, en faisant des thèses très simplistes, très bêtes, ils atteignent un public très large, et en racontant n'importe quoi. Mais il faut comprendre aussi que le complotisme peut être intéressant dans la tête de certaines personnes parce qu'il permet de s'interroger sur l'existence de vrais complots. Et dans ce bouquin, je montre aussi l'existence de vrais complots. Pour savoir s'il y a un vrai ou un faux complot, il ne suffit pas de dire « vous êtes complotiste, monsieur »,« vous êtes antisémite, monsieur ». Non, il faut regarder et enquêter, investiguer le dossier. Il faut prendre chaque dossier. Le fait de diaboliser l'adversaire, c'est jamais bon. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours opposé, par exemple, à la loi Guesso. J'ai fait la première pétition en France contre la loi Guesso, et c'est justement pour ça, parce que je suis pour la liberté d'expression, pour le débat. C'est que les arguments contradictoires qui se frottent entre eux qui peuvent permettre d'accéder à la vérité, ou en tout cas aux faits historiques, à ce qui s'est réellement passé. Et on m'en a beaucoup voulu de cette pétition, et ça m'a beaucoup poursuivi longtemps, et ça me poursuit encore aujourd'hui, mais j'en suis très fier et je le referai volontiers. Alors, j'aimerais dire aussi une chose à ce propos, c'est la façon de diaboliser les gens. J'ai écrit une anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme. On a dit, mais alors il y a 500 noms, 500 grandes personnalités historiques, ça va de Marlon Brando à Balzac, en passant par Victor Hugo, Marx et compagnie. On m'a dit, c'est parce que vous voulez prouver par ce dictionnaire que les plus grands penseurs du monde étaient antisémites. En réalité, j'ai voulu prouver presque l'inverse. Quel était le but, quel est l'objectif de ce livre? C'était de démontrer que le qualificatif, l'épithète, l'insulte antisémite ne repose sur rien en réalité. Et qu'à vouloir attribuer à telle personne qui critique tel juif parce qu'il est escroc dans le domaine financier, de critiquer quelqu'un qui n'aime pas Israël et de le qualifier d'antisémite, de dire que quelqu'un est antisémite parce qu'il n'aime pas Chagall, et compagnie, enfin on peut faire la liste est très longue, eh bien on arrive finalement à dire que le monde entier est antisémite.
Et ça crée une paranoïa parmi la population juive, parmi la communauté juive. Et ça intéresse beaucoup le lobby israélien qui n'a qu'une seule envie, c'est que la plupart des juifs fassent leur alia et retournent en Israël. Donc moi j'ai voulu par ce livre dire attention, ne vous laissez pas prendre au piège des mots, les mots sont truqués, la pensée est truquée. Et quand on vous dit antisémite, n'ayez pas peur parce que vous n'êtes pas antisémite. Vous avez une pensée critique sur une ou deux personnes. Et je suis d'ailleurs, d'une manière générale, contre tout type de collectivisme ou de tribalisme. Quand on dit les juifs, les noirs, les arabes, les islamistes, les fascistes, les nazis, je dis prenons les individus un par un, voyons ce qu'ils valent, essayons de voir s'ils sont singuliers, s'ils ont une pensée différente. Bref, tentons encore une fois d'être nuancés et raffinés. Je crois que c'est une chose intéressante. Alors il y a des gens qui ne le sont pas. Effectivement, il y a le maître du Logos, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Lui a une pensée très caricaturale, c'est la raison pour laquelle on n'a jamais été d'accord. Il fait partie de ces gens, il y en a d'autres, des gourous, dans le révisionnisme aussi, ça existe, des gens qui se prennent pour le pape et qui croient avoir raison toujours sur tout et qui ne supportent pas quand on n'est pas d'accord. Et alors ils vous excommunient, ils vous traitent de lâches, de traîtres. Ils oublient juste qu'on ne leur a pas prêté allégeance et que nous sommes des gens libres qui avons notre faculté de penser, qui avons notre raison et notre différence. Et que si nos travaux contredisent certains de leurs travaux, on a le droit de le dire. Le fameux maître du Logos en question m'avait proposé au début, quand il était tout seul et isolé, de venir dans son association et d'être l'historien officiel. Est-ce que j'ai une tête à être l'historien officiel de quelque organisation que ce soit? Je suis contre l'histoire officielle. Je pense qu'il faut décentraliser l'histoire, que chaque historien a son histoire et que c'est en confrontant toutes les opinions qu'on peut arriver vaguement à obtenir un semblant de vérité historique. Et d'ailleurs, dans ce bouquin, je m'empresse de dire dès l'introduction que je ne veux pas, surtout, que ce livre soit considéré comme un manuel qu'il faudrait enseigner dans 100 ans. Je veux qu'on le conteste. Je ne demande qu'à être démenti d'une certaine façon. Je suis pour qu'on puisse débattre de tout, y compris de mes propres thèses. Je pense que c'est pas du tout du relativisme. C'est simplement comprendre que l'histoire, comme la science, c'est un processus permanent, c'est un flux. Ce sont des négations permanentes. Comme dirait Hegel, c'est la négation de la négation. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à la vérité. Quand on regarde l'histoire du 19e siècle, ça n'a plus rien à voir avec l'histoire d'aujourd'hui. Tout ça a évolué. La façon dont on considérait les Gaulois il y a un siècle n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Et ça sera encore la même chose dans un siècle. On se gaussera de nos croyances actuelles et des choses ridicules auxquelles nous avons pu croire. C'est pour ça qu'il faut prendre les devants et tenter de devancer notre époque, être un peu à l'avant-garde, si on peut dire, et faire preuve de ce que Rostand appelait l'hygiène préventive du jugement. Autrement dit, la zététique. Alors je tenais à dire un petit mot sur mon vieil ami Yann Moix qui a préfacé l'anthologie des propos contre les Juifs. Je lui ai adressé une petite lettre très, très amicale sur mon site, où je l'appelais d'ailleurs Yannou, ce qui d'ailleurs a été repris par un peu tout le monde, Dieudonné et d'autres sur un certain nombre de sites de l'ex-dissidence. Et je tenais à signaler pourquoi je l'avais appelé Yannou. Beaucoup de gens ont cru que c'est parce que nous avions des liaisons contre nature. Ce n'est pas tout à fait le cas. Je tiens à rassurer les gens qui nous regardent. Non, c'est simplement parce que c'était un petit clin d'œil que je lui disais, parce que c'était rapport à Podium, au film Podium, dans lequel jouait l'excellent Benoît Poulvord, qu'il appelait Yannou, justement. C'était un petit clin d'œil de copain à copain. Moi, je ne l'ai jamais appelé Yannou, il m'appelait citoyen Blanc-Rue, et moi, je l'appelais camarade Moix. Voilà, c'était notre relation. Alors il se trouve que il a eu à un moment donné les chocottes, il voulait absolument avoir le Renaudot et donc il a dû faire comme s'il ne me connaissait pas. Puis ça l'a rattrapé, il y a les journalistes du Monde, des Inrock qui ont dit mais dites donc, vous connaissiez ce Blanc-Rue qui est un drôle de zig. Et il a fait semblant de ne pas bien me connaître, il a fait croire que j'avais évolué, que j'étais tombé soudain dans l'antisémitisme et le complotisme, alors que on avait à peu près les mêmes idées sur pas mal de choses, on va dire, sur un grand nombre de sujets. Simplement, il voulait son Renaudot. Et je tenais aussi à dire une chose sur lui,
parce que j'ai beaucoup d'affection encore hein, pour Yann. Il faut savoir que ce qu'il dit à la télévision, il n'y croit pas une seconde, c'est-à-dire c'est un rôle qu'il joue. Il n'est pas schizo, non, il a 10, 15, 20 mois en lui et puis il en prend un de temps en temps, il le met en avant. Et vous pouvez être sûr que quand il dit quelque chose, la plupart du temps il pense le contraire. Là il écrit, je crois, un livre sur les migrants. Ben, regardez la thèse et puis demandez-vous s'il y croit vraiment ou si peut-être il se moque de vous. Bon. Et je tenais à dire aussi que j'avais participé à ces livres, parfois volontairement, c'est-à-dire mon nom apparaissait dedans, dans les remerciements par exemple. J'avais écrit même des chapitres ou des parties de chapitres de ces livres comme Podium. Dans Podium, j'apparais même comme un des héros qui est le révérend père Paul-Éric Blanc-François. Et j'ai écrit tout le sermon moi-même qui apparaît dans son bouquin. Et puis alors, hélas, une fois que notre ami Yann a rompu notre amitié sincère, parce qu'il voulait faire carrière à la télé par exemple, pour avoir l'argent et les filles, c'est très connu. Et bien, il a utilisé, et je trouve que c'est pas très cool de sa part, un certain nombre de travaux que nous avions fait tous les deux pour un de ses derniers romans qui a eu le Renaudot, qui s'appelle Naissance. Il y a une 50aine de pages de Naissance qui m'appartiennent. Alors, il les a retravaillées, bien évidemment, mais enfin, toutes les anecdotes sont tirées de ma propre vie et des formules, des phrases, des paragraphes sont de moi. À partir du moment où il a été primé, j'estime que j'ai une petite part de ce Renaudot et ma foi, j'en suis assez fier. Je dis simplement, Yann, tu aurais pu quand même me remercier, ça aurait été quand même très sympathique de ta part et donc je n'aurais pas eu aujourd'hui à te balancer. Voilà, petit Yann. À bientôt, Yannou. Là, on s'éloigne de Cannes. On voit les plus beaux hôtels, le Majestic, le Carlton, le Martinez. Là, il y a le Palm Beach. On se dirige d'abord vers l'île Sainte-Marguerite, où il y a le fort du Masque de Fer, un des grands mystères de l'histoire de France qui m'a passionné depuis longtemps. On connaît son identité aujourd'hui, hein. C'était un valet qui s'appelait Eustache d'Auger ou d'Angers. Et derrière cette île Sainte-Marguerite, il y a une autre île, un peu moins connue, qui s'appelle Saint-Honorat, qui est la propriété privée de moines. Et ce qui est très intéressant, on va s'y rendre, c'est que cette île qui se trouve vraiment tout près de la station balnéaire de Cannes et du festival, où il y a les starlets à moitié à poil l'été, etc. Et les gens qui se répandent en bikini ou en monokini sur les plages, il était interdit de se promener, par exemple, en maillot de bain sur la plage tenue par les moines. Alors c'est très intéressant parce que si ce n'était pas tenu par des moines, mais je ne sais pas, pour une autre religion qui est très contestée aujourd'hui, je pense que ça ferait un scandale national. Et ça c'est l'intérêt de la propriété privée, par exemple. On peut faire chez soi ce qu'on veut, on peut édicter ses propres règles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'y rend, parce qu'il me semble que c'est assez symbolique. J'ai toujours été intéressé par les îles, parce que par exemple la Corse, Cuba et d'autres, qui permettent, dans une société assez restreinte, d'avoir son propre règlement intérieur, qui peut être d'ailleurs parfaitement démocratique, mais on y fait ce qu'on veut. On n'a pas à dépendre ni d'une municipalité, ni d'une région, et encore moins d'un État. C'est ça l'idée finalement que je vais défendre dans mon prochain livre, qui s'appelle Sécession, ou l'art de désobéir. On peut et on doit avoir le pouvoir le plus décentralisé possible pour soi-même. Pour son corps d'abord, pour se défendre de l'agression extérieure, et pour son esprit. Et voilà, là on a une vue formidable de la baie de Cannes, avec derrière les Alpilles enneigées. On a la mer, le ciel, enfin, on a tous les éléments, hein, mer, ciel, on a la terre, l'eau. Et puis on arrive près des îles fantastiques, qui étaient d'ailleurs des îles aux pirates. Moi je suis un admirateur des pirates et aussi de la mutinerie. Donc, ça me paraît très symbolique d'aller y faire un tour et on pourra pouvoir développer un peu mon concept, disons, de la politique et de la philosophie, et ce que j'appelle l'acratie. L'acratie, c'est le fait de ne pas être dépendant d'un pouvoir politique donné. Ce qui fait que quand j'ai été plus jeune, j'étais très intéressé par une revue qui était dirigée par Marcel Renoulet, qui s'appelait L'Homme Libre, et qui avait deux philosophes de prédilection, qui étaient Nietzsche, pour y revenir, et qui était également Stirner, qui a écrit L'unique qui est sa propriété. C'était une sorte qui réunissait des anarchistes de droite et de gauche. Ce
qui n'est pas incompatible d'ailleurs du tout avec la royauté ou le principe monarchique. Un type comme Salvador Dali, par exemple, était royaliste parce qu'il estimait qu'il fallait avoir un pouvoir centralisateur d'une certaine façon, une autorité en tout cas en haut, mais qu'en bas, il devait régner une certaine forme d'anarchie pour l'innovation, pour la création, pour l'art. Donc c'était un anarcho-monarchiste. Et je me situe vraiment dans cette tradition-là. C'est assez original, peu de gens l'ont compris. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont cru que je me contredisais. Parfois, il n'y a aucune contradiction, il y a au contraire une grande cohérence. Alors jusqu'à présent, on a un peu parlé de Nietzsche, qui m'a beaucoup inspiré, et puis de Julius Evola, qui lui a apporté une transcendance qui lui manquait, également de Guénon, dont je suis un chaud partisan de la métaphysique intégrale. Mais il y a un auteur qui m'a beaucoup influencé et qui influence beaucoup mes idées politiques, c'est Charles Maurras, que je recommande vivement. En particulier, il y a un livre qui s'appelle « Mes idées politiques ». Et puis, il y a un autre petit bouquin qui s'appelle « Nos raisons contre la République et pour la monarchie ». Et je vais en lire un petit passage qui est très intéressant parce que ça va rejoindre ce qu'on va dire par la suite. Ça s'appelle « La course au pouvoir ». Il explique la fonction, enfin, comment fonctionnent les élections, comment fonctionne la démocratie. À peine un titulaire est-il nommé que la cabale et le parti des 5, 6, 7 compétiteurs s'organisent pour ne lui laisser ni liberté d'action, ni même repos. Le malheureux passe sa vie à se défendre pour défendre sa réélection ou celle de quelqu'un qui soit de son parti. Et de toutes les énergies qu'il dépense de cette sorte, soustraites au bien public, sont perdues pour le pays. Voilà, et alors, donc c'est un livre formidable que je recommande, Nos raisons contre la République pour la monarchie. Voilà. Ce qui est intéressant dans Maurras, c'est qu'aujourd'hui, il est rejoint par une école qui s'appelle l'école du choix public, le The Public Choice, lancée par des anglo-saxons qui s'appellent James Buchanan et Tulloch, et qui justement décrypte la démocratie et l'imposture de la démocratie. Pourquoi est-ce que c'est une imposture ? Eh bien parce qu'en réalité, c'est un système qui fonctionne sur la rente. Quelle rente? D'abord la rente des hommes politiques, qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels. On a toujours l'impression que les hommes d'État sont des hommes extraordinaires, qui bénéficient d'un charisme spécial, ce qu'on appelle la grâce d'État. Buchanan et Tulloch montrent, et d'ailleurs tous ceux qui les suivent, montrent parfaitement qu'en réalité, ils ont les mêmes intérêts que dans le secteur privé. C'est-à-dire défendre leur réélection, tout simplement, défendre leur place, défendre leur rente de situation. Ça, c'est un côté de la rente. L'autre rente, c'est la rente des électeurs, c'est le clientélisme, c'est la société de connivence. Alors, qui joue là-dedans? Il y a les lobbies, tous les lobbies, j'ai lutté toute ma vie contre les lobbies. Et puis, il y a les associations, bien évidemment. Pour se faire réélire, on va faire plaisir aux associations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur donne de l'argent, c'est la dépense publique. Si on regarde les chiffres de la dépense publique et qu'on s'étonne pourquoi ça augmente, c'est à cause de la démocratie, bien évidemment. Au début du XXe siècle, les dépenses publiques dans la démocratie occidentale, c'était en gros 10% du PIB. Aujourd'hui, c'est en gros 56% du PIB. Normalement, avec cet argent dépensé, il ne devrait plus y avoir un seul SDF dans les rues. Plus personne ne devrait avoir faim dans les pays occidentaux. Et pourtant, non. Pourquoi? Parce que l'argent est dilapidé. On peut donner des exemples très simples. Voilà, 2 milliards qui sont dépensés, par exemple, pour l'aide à la presse. En quoi l'État doit s'intéresser à la presse? Pourquoi il doit défendre la presse? Si un journal ne se vend pas, il s'effondre et un autre journal prendra la suite. Les subventions aux associations bidons, le ministère de la Culture qui subventionne un art totalement dégénéré et compagnie. Bref, on peut multiplier ad libitum toutes les subventions qui ne servent à rien ou au contraire même qui nous pénalisent, nous. Par exemple, l'éducation nationale. Est-ce qu'il est normal de le voir payer des gens qui nous crétinisent, qui nous bourrent le mou avec des théories comme l'égalitarisme, comme le féminisme. Moi j'étais prof, j'ai dû faire comme tous les profs d'histoire de l'éducation civique. En réalité c'est de l'idéologie, on nous robotise. Est-ce qu'on doit payer pour ça? Est-ce que les gens sont d'accord pour payer pour ça? Est-ce que les gens aussi sont d'accord pour payer pour la guerre, par exemple? Là, au jour d'aujourd'hui, comme on dit, de manière très maladroite, il se trouve que Macron a décidé avec l'Amérique de Trump et avec l'Angleterre de bombarder la Syrie. Il l'a fait selon son bon plaisir. Il n'a pas demandé le droit et l'autorisation, il n'en a pas parlé à l'Assemblée nationale.
il n'a pas consulté le peuple français. Ce qui fait que le peuple français est complice, indirectement, sans le vouloir, des bombardements en Syrie. Est-ce normal? Est-ce que les gens ne devraient pas avoir leur mot à dire? Et surtout, est-ce que les gens ne pourraient pas décider de ce qu'ils veulent financer et de ce qu'ils ne veulent pas financer? Ça apporte une réflexion sur le volontarisme, par exemple, de l'impôt. Pour quelle raison sommes-nous obligés de payer la sécurité sociale? Pour quelle raison sommes-nous obligés de payer pour des travaux, pour des actions, pour des politiques que nous ne voulons pas et que nous combattons? Alors on nous dit c'est au nom de l'intérêt général et du bien commun. L'intérêt général et le bien commun ne sont jamais définis. En réalité, école du bien public oblige, et tous les scientifiques qui travaillent pour cette école le démontrent très bien, toutes les politiques des démocraties actuelles, ce sont uniquement des intérêts en réalité particuliers, catégoriels, qui sont véhiculés par l'État. C'est la raison pour laquelle je me défie de l'État central, qui, contrairement à ce que disent Zemmour et d'autres, n'est pas de plus en plus faible, mais qui est bien évidemment celui qui permet aux cartels bancaires, aux lobbies de prendre leur essor. Je suis en train de réfléchir simplement à la façon dont nos sociétés fonctionnent. On déresponsabilise les gens, on les fait payer pour des choses qu'ils ne veulent pas la plupart du temps si on leur demandait. Je suis évidemment pour une décentralisation, pour une reprise en main de tous les pouvoirs. Et en fait, ce qu'il faudrait remettre en cause, c'est la conception du contrat social tel que la voit Rousseau. Rousseau estime que l'homme ne commence à exister que lorsqu'il est citoyen. Autrement dit, il faut lui bourrer le mot, c'est à partir du moment où il accepte la loi générale qu'il devient un homme. En réalité, l'homme préexiste au contrat social. Donc, il y a un penseur très intéressant aussi, dont je m'inspire beaucoup, qui est un élève de Murray Rothbard et de Ludwig von Mises, qui sont les fondateurs de l'école autrichienne d'économie. Il s'appelle Hans Hermann Hoppe. Il a écrit un très bon livre, il en a écrit beaucoup, mais un qui est traduit en français et qui s'appelle La grande fiction, l'État cet imposteur. Et c'est édité par un éditeur royaliste qui s'appelle Le Drapeau Blanc, petit éditeur. Et alors, il est pour la disparition du droit public au profit du droit privé. Alors, c'est toute une histoire que je ne vais pas développer ici, mais il dit des choses très intéressantes, en particulier que eh bien, notre façon de résister au système et à l'État, c'est la désobéissance civile. C'est ce que j'appelle l'art de désobéir, qui est aussi un droit et un devoir. Pourvu que les sécessionnistes aient le désir d'être libres, l'efficacité de cette stratégie pourrait n'être que difficilement surestimée. Rappelons que le pouvoir ne repose pas uniquement sur la force brute, mais qu'il doit s'appuyer sur l'opinion. Les sécessionnistes doivent obéir avec leur propre libre arbitre. Cependant, s'ils ne coopèrent pas, l'échec est inéluctable pour les vainqueurs, c'est-à-dire pour l'État. Plus important encore, la désobéissance civile peut prendre de nombreuses formes et avoir plusieurs degrés. Elle peut aller d'actes ostentatoires de résistance à des actions presque invisibles, ce qui permet à presque tout le monde de participer à l'effort défensif, le courageux comme le timide, le jeune et le vieillard, le meneur et le suiveur. On peut publiquement refuser d'obéir à certaines lois ou se dérober ou les ignorer dans la pratique, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça promeut un système de défense que tout le monde peut avoir dans la vie quotidienne. Il m'est arrivé, moi, dans ma petite existence, eh bien, de prendre ce genre de risque. Il faut bien comprendre que être libre, c'est également être responsable, donc assumer ses choix. Et il y a plusieurs degrés de résistance possibles. Il se trouve que j'ai fait une pétition contre la loi Guesso, il se trouve que j'ai fait un film qui était considéré comme interdit, ça ne m'a pas empêché de gagner mon procès. J'ai fait beaucoup de livres sur l'action de lobby, l'action mortifère de certains lobbies étrangers. Eh bien, ce sont des formes de résistance qu'il faut multiplier à l'avenir. Il ne s'agit pas de jouer les héros. J'entends beaucoup de gens qui qualifient des gens qui, dans le petit travail quotidien, font de petits actes de résistance. Eh bien, c'est très bien, ce n'est pas la peine de les traiter de lâches. Chacun a son rôle à jouer de son côté. Ce qu'il faut, c'est fonder des réseaux, des équipes, essayer de travailler dans de petits États indépendants. C'est la formule de Nietzsche, hein, on revient toujours à Nietzsche. C'est qu'il faut mener des expériences comme si nous étions, nous, de petits États indépendants. Nous sommes des expériences, disait-il, soyons-le de bon gré.
Je crois qu'il faut revenir à cet adage-là, ne pas compter sur l'État pour se libérer soi-même. Ne pas vivre dans la quête éperdue du résultat des élections, parce que ça nous rend totalement dépendants d'un système corrompu qui marche sur la tête. Il faut revenir aux vraies valeurs, c'est-à-dire aux valeurs individuelles de la famille, des amis et de l'entraide. C'est ce que je défends dans ce livre et je donne un certain nombre de solutions pour tous. L'art de désobéir, sécession, et il me semble qu'un auteur décédé récemment disait « indignez-vous ». C'est gentil, mais ça ne suffit pas. C'est très moraliste. Moi, je suis pour plutôt un cri de guerre qui serait « évadez-vous ». Comme Casanova s'est évadé de la prison des plombs, soyons sérénissimes et sauvages. C'est-à-dire faisons ça dans la paix, évidemment. Il n'est pas question d'être violent. Il n'est pas question de ne pas respecter le droit de propriété d'autrui, ni de la personne d'autrui. Nous sommes contre la guerre, nous sommes pacifistes. Mais en revanche, nous pouvons être des résistants pacifistes, comme l'ont été, par exemple, Gandhi, que j'estime être l'un des plus grands stratèges politiques, en tout cas, du XXe siècle. Dans mon livre actuel, qui s'intitule « Sécession, le droit de désobéir », je mets en avant le concept de liberté, qui est devenu un peu désuet, ça ne veut presque plus rien dire pour la plupart des gens. Et également, j'explique pour quelles raisons c'est un concept qui me paraît fondamental et il faut revenir à cette idée, et en particulier pour lutter contre le système qui nous oppresse, qui nous rend des individus somnambules, qui nous hypnotise, qui fait de nous des robots. Et l'intérêt, c'est de dénoncer le système, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est le système? D'abord, au fond, c'est l'État. Je vais citer quelques auteurs qui ont compris l'importance de la défense inconditionnelle de la liberté. Par exemple, un livre très peu connu en France d'un auteur dont les grandes écoles économiques ne parlent jamais, c'est Frédéric Bastiat, dans La Loi, qui est un best-seller en Amérique. Alors il dit des choses très simples. Par exemple, pour que les lois soient respectées, il faut qu'elles soient respectables. C'est ce qu'avait dit Rivarol aussi, quand les peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obéir. C'est une des raisons pour laquelle mon livre s'appelle Sécession, le droit de désobéir. Dans Outrage à chef d'État de Lysander Spooner, qui est un anarchiste de la fin du XIXe siècle, il dit une chose très intéressante aussi, qui est tout à fait valable pour nous. Il parle de la Constitution américaine, mais ça peut être valable pour la Constitution française. Il nous ramène à terre. Il ne se fait pas avoir par l'idéologie grandiloquente ou très compliquée souvent des philosophes modernes et postmodernes. Il dit voilà, nous avons un document qui s'appelle la Constitution, qui veut et qui prétend être un contrat, et dont on prétend qu'il est un contrat. Un document rédigé il y a 80 ans, aujourd'hui beaucoup plus, par des hommes qui sont tous morts aujourd'hui. Et ils n'ont jamais eu aucun pouvoir de nous lier, nous. Un document, cette Constitution, qui prétend-on a néanmoins lié plusieurs générations, 3, 4, 5 générations, soit des millions d'hommes, et qui prétend-on va lier tous les millions d'hommes à venir. Mais cette Constitution, personne ne l'a jamais signée. Ce document n'a jamais été scellé, remis, authentifié par un témoignage ou autrement. C'est un document que des gens, qui ne sont qu'une poignée, petite élite, une petite caste, comparée au nombre total de personnes qu'on veut qu'ils lient, ce fameux contrat, n'ont jamais lu, ni même vu, qui ne verront et ne liront jamais. Alors ce supposé contrat, il dit ça de manière assez humoristique, ne serait jamais accepté par aucune cour de justice siégeant par l'autorité de ce même contrat si on l'avançait pour attester une somme de 5 $ due par un homme à un autre. La Constitution, c'est jamais qu'un bout de papier. Voilà pour Lysander Spooner, un livre fondamental qu'il faut absolument lire. On peut continuer. Les anarchistes américains ont été très en pointe pour critiquer la démocratie. Quand on critique la démocratie, on passe souvent pour un facho ou pour un stalinien, enfin, etc. Alors que les premiers à l'avoir fait, ce sont des anarchistes en réalité. Pourquoi? Ben parce que pour une raison très simple. Et là, je cite Herbert Spencer, le droit d'ignorer l'État. La domination du grand nombre par le petit nombre, nous l'appelons tyrannie.
Et la domination du petit nombre par le grand nombre est tyrannie elle aussi, mais d'une nature moins intense. L'existence même des majorités et des minorités est l'indice d'un État immoral. Je développerai cette thèse dans mon livre Sécession. Et alors là, je vais quand même citer un Français, Proudhon. Je vais citer Proudhon. Proudhon souvent passe pour une sorte de socialiste bontin, partisan du mutualisme et voire du collectivisme, parce qu'il a dit la propriété c'est le vol. Il est connu pour cette phrase, pour cette devise. On oublie qu'à la fin de sa vie, il a dit l'impôt c'est le vol en réalité. Et voilà ce qu'il pensait de l'État. Proudhon, notre grand Proudhon. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous prétexte d'utilité publique. C'est au nom de l'intérêt général. Être mis à contribution, exercer, rançonner, exploiter, monopoliser, concussionner, pressurer, mystifier, voler, puis à la moindre résistance, au moindre mot de plainte, on est réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et pour comble, on est joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà la morale. Proudhon. Tu as eu dernièrement quelques déboires, plus ou moins publics, plus ou moins privés, avec un certain Alain Bonnet, dit Soral. Quelle est ta position par rapport à cette personne? Parce que je sais que lui t'en veut beaucoup, il s'est beaucoup exprimé et toi tu lui as assez peu répondu. Alors j'ai assez peu répondu parce qu'il ne m'intéresse pas beaucoup. C'est un personnage qui, selon moi, a raté sa vie. Bon, c'est un mauvais réalisateur, il a fait un film qui n'a pas fonctionné. C'est pas un philosophe, c'est pas un historien. La plupart des idées qu'il a, il les a repompées à Kluskar et à d'autres. Il n'a pas d'originalité propre. Je lui reconnais un certain talent pour faire le clown, ça il faut le dire. Une capacité de nuisance aussi, c'est vrai. Et puis, mais en tout cas, il a raté sa voie. Je pense qu'il aurait dû être... c'est une idée que je lui soumets d'ailleurs, si jamais il m'écoute, mon cher Alain. Tu devrais revenir à ce que tu faisais au départ, c'est-à-dire, je crois, couturier ou modiste. Voilà, tu devrais te lancer, par exemple, comme je sais qu'égalité et réconciliation marche plus trop bien, que les gens se barrent à cause de ton caractère pourri. Tu devrais peut-être te relancer dans la couture masculine, par exemple, je sais pas, faire des chaussettes, des slips, des trucs comme ça, des t-shirts, voilà, ou des marcelles. Ben, je crois que ça lui irait très bien, mais il terminerait bien sa vie parce qu'il retournerait à ses premières amours, la mode masculine. Le textile. Le textile, là, il est bon là-dedans. Tout à fait. Ouais. Donc oui, pour en finir avec ces histoires un peu de dissidence qui sont très terrestres finalement, on monte pas beaucoup. Bah, ça m'intéresse pas la dissidence, moi voilà. je sais même plus ce que c'est. Comme je sais que tu as beaucoup fréquenté ce milieu. Ça fait 4 ans, moi, je suis revenu sur Facebook là maintenant, oui. sur Twitter, mais ça faisait 4 ans que je n'y étais plus, donc j'ai absolument pas suivi ce qui se passait, ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a une vie en dehors de la dissidence, il faut peut-être dire ça aux gens qui passent leur journée sur Facebook et qui ne vivent que par les vidéos que font tel ou tel, qui sont peut-être intéressantes d'ailleurs, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'informations intéressantes. Enfin, vivez un peu votre propre vie, ne croyez pas les gens sur parole, faites vos enquêtes, faites vos investigations, voilà, travaillez par vous-même. Ne suivez pas les gourous. Moi, je ne suis pas un gourou, ne me suivez pas. Bah oui, tout à fait. Voilà. Alors, juste parce que c'est quand même quelque chose qu'on a vécu un petit peu tous les deux, je dirais, ce fameux procès que vous aviez eu avec... alors il y avait toi, il y avait Forisson, il y avait Marc Georges, le documentaire Un homme, cette audience historique, pourrait-on dire, presque de 10 heures à laquelle j'avais assisté dans son intégralité. Et finalement après il y a eu des espèces de petites broutilles avec Forisson et moi j'entends beaucoup de gens qui ont suivi cette affaire un peu de loin, qui n'y étaient pas de l'intérieur, m'expliquer que finalement c'est des broutilles internes, on en rajoute, enfin c'est des querelles. C'est très simple, c'est un film donc, que j'ai fait pour Forisson. Je suis bien évidemment allé à la première instance.
J'ai parlé pendant 2 heures. Forisson qui a pris de l'âge. Alors que tu n'étais pas obligé de. Alors que j'étais pas obligé parce qu'il s'était trompé sur mon adresse, etc. Et j'avais pas eu de convocation. Voilà. Donc déjà, j'étais pas obligé d'y aller. Bon, je m'y suis rendu parce que je ne suis pas je suis pas comme Soral. Moi, je reste pas, je reste pas à la maison quand j'ai un procès. Donc j'y suis allé. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est-à-dire ce qui avait été prévu que je dise. J'ai respecté très exactement le contrat, le cahier des charges. Oui, oui. J'ai dit la vérité. Bon, on m'a écouté, on m'a entendu, et j'ai l'impression que Forisson n'a pas très bien pigé ce que j'ai dit, et il a prétendu que je disais quelque chose d'autre. Alors là, il a commencé à faire un petit scandale, pas tout de suite, mais par la suite, quelques mois plus tard, et je lui ai sorti les notes d'audience prouvant que ce qu'il disait de moi était faux. Autrement dit, soit il s'était trompé parce qu'il n'avait plus d'oreilles, soit il mentait. Je me suis aperçu que dans le même temps, il y avait un type qui était envoyé près de lui, toujours par la même personne, oui. Le type en question s'appelant Viguier, je crois, oui. Et qui aujourd'hui se veut le parangon de la liberté d'expression et de la lutte contre la loi Guesso. Moi, j'étais le premier en France à lancer une pétition contre la loi Guesso et à faire un film sur Forisson. J'ai été attaqué par la LICRA pour ce film. Qui n'a pas signé la pétition contre la loi Guesso? Qui a refusé de me défendre pour ce film? Viguier. Et ce Viguier, tout à coup, nous dit, eh bien, on va faire de la seconde audience, parce qu'il y a eu appel, le parquet a fait appel, nous avions gagné en première instance, le parquet a fait appel, et Viguier nous dit, on va faire un barouf de tous les dieux. On va faire venir Lapierre, on va faire venir Égalité et Réconciliation. Alors moi, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Ils voulaient faire la pub pour leur propre secte. Bien sûr, moi, ça ne m'intéressait pas, surtout venant de Viguier, je savais qui était le bonhomme, je savais qu'il ne m'avait pas suivi à l'époque où j'étais vraiment le fer de lance de la lutte contre la loi Guesso, qui avait refusé de me défendre également pour le film. Je n'avais aucune raison de le suivre les yeux fermés dans sa stratégie. Exactement. Stratégie qui était, selon moi, suicidaire. Pourquoi? Parce qu'il allait encore faire n'importe quoi. C'est un avocat que j'estime assez médiocre, et mon avocat, l'héroïque maître Paul Lyon, avait trouvé dans ce qu'on nous reprochait des erreurs de procédure phénoménales. Autrement dit, il suffisait simplement de dire, voilà, on s'est planté de loi pour nous accuser, on a écrit, la LICRA et le parquet se sont trompés de loi, et voilà, le procès est annulé pour vice de forme. Ce n'était pas la peine de faire un barouf d'enfer, donc je ne me suis pas rendu à cet appel parce que je savais qu'on allait gagner. Ceci dit, il faut aussi rapporter une chose, c'est que Forisson, grâce à moi, a gagné 2 procès. Celui-ci, grâce à Paul Lyon, pas grâce à Viguier, grâce à Paul Lyon, qui a trouvé le vice de forme, et le procès du Zénith. Parce que je l'avais présenté à l'époque à Dieudonné, qu'il avait fait monter sur la scène du Zénith, c'était la provoque pour faire bouger les lignes un peu, pour montrer que la liberté d'expression en France n'était pas ce qu'elle était. Exactement, c'était déjà une façon de eh bien, figure-toi qu'il ne trouvait aucun avocat. Personne ne voulait le défendre. Oui. Et j'avais trouvé, moi, un avocat que j'avais rencontré sur Facebook, c'était John Bastardi d'Aumont, qui est avocat à Nice. Et il avait accepté de le défendre à une condition, c'est que Forisson ne se rende pas au procès. Il se faisait fort de gagner si Forisson ne se rendait pas au procès, n'allait pas dans la salle d'audience faire son cirque et son clown. Bien sûr, oui. Parce qu'il s'attaque aux juges, il les méprise, il les insulte, etc. Donc évidemment, c'est tout bénef pour ceux qui l'attaquent. Il lui a dit, vous restez chez vous. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Donc moi j'ai fait exactement la même chose au procès pour mon film et on a gagné. Alors évidemment j'ai été accusé d'être un traître et de ne pas avoir de couilles parce que j'avais la bonne stratégie, c'est-à-dire la stratégie du winner, du gagneur. Il est vrai que certains aiment perdre. Pourquoi? Parce que par la suite ça leur permet de faire des dons. Et les dons en général sont très importants et dépassent la somme perdue au procès. Ils font une rente. Donc c'est tout bénef pour eux, c'est une rente. Une rente de la défaite. Exactement. Je ne suis pas rentré dans ce petit jeu-là, alors évidemment on m'en veut. Bon, écoute, on s'en moque. Ça peut se comprendre. Tout ça n'a aucune espèce d'importance, en réalité, c'est pas très grave. Et Dieudonné, ça en est où? Parce que finalement, il est aussi proche de Soral, on vous a beaucoup vu ensemble à une époque, un peu moins maintenant. Dieudonné m'a invité régulièrement à sa soirée des Quenelles d'Or, à l'époque où il était un comique drôle. Hein. Oui. Je n'y suis jamais allé, il m'avait également proposé d'être... la dernière année d'ailleurs où on s'est rencontrés, l'éditeur des éditions de la Quenelle, ce que j'avais refusé. J'ai toujours refusé globalement de travailler avec ces gens-là, pour plein de raisons. C'est une personne qui est sympathique, hein. C'est vraiment un type très sympa. Je crois qu'il a des petits problèmes avec les gens qui l'entourent, pour X raisons liées à l'argent, je crois. Oui. Bon, mais bon, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai jamais eu ce genre de problème avec lui. Je sais juste que le jour
où le livre de Salim Laibi est sorti, Le Mythomane, oui. Qui traite de Soral et des problèmes de toute la Soralie. Eh bien, je sortais à peu de choses près en même temps, donc j'ai fait la préface de ce bouquin, oui. et je sortais en même temps La France maçonnique. Et Dieudo, très sympathiquement, avait participé à La France maçonnique, c'était un DVD, et il en faisait la pub sur Facebook. Et j'avais Noémie en direct live qui venait de faire la pub, je la remerciais, et tout d'un coup elle me dit la femme de Dieudo. Oui, la femme de Dieudo, enfin la compagne de Dieudo, je ne sais pas s'ils sont mariés civilement ou pas en tout cas. Et elle me dit, écoute, je suis désolé Paul-Éric, mais quelqu'un vient de rentrer et il faut enlever la pub pour ton DVD. Et je dis, qui? C'est Dieudo, pourquoi? Parce que tu as fait la préface de Soral. Mais je dis, qu'est-ce que ça peut te foutre? Elle me dit, le problème c'est que tu sais bien que Soral et Dieudo fonctionnent comme ça. Alors Dieudonné, il se revendique de la liberté, mais il n'est pas capable de prendre sa liberté vis-à-vis de Soral. Voilà ce que je reproche à Dieudonné, si je peux lui reprocher quelque chose. Quand on se proclame un individu libre, on a sa liberté de penser, et nous étions très copains. Bien sûr, on n'était peut-être pas amis au sens de l'amitié profonde et durable en tout cas, mais on était très copains. Et il m'a censuré, quoi, comme il a censuré beaucoup de gens. Là, il m'a censuré juste pour une petite préface amusante, ironique, sans aucun ressentiment, sans violence, sans insulte. Rien. L'humoriste qu'il est aurait dû apprécier. J'ai fait un petit texte humoristique sur Soral, et alors là, ça l'a scandalisé. Bon, écoute, tant pis pour lui. Dommage. C'est pas grave. Bon, ça a été un grand humoriste. Oui. Pendant au moins 10 ans. Oh, il était très bon. Il a été très bon. Le patron. Voilà. Maintenant, on rigole d'autre chose. Hein. On est passé quand même à une autre étape. Bien sûr. Alors on va sortir un petit peu de ce monde étouffant de la dissidence, parce que bon, c'est vrai qu'à un moment donné il faut... Moi j'ai l'impression que... Balayons un petit peu, parce que j'ai l'impression que ce que tu fais, moi ça se rapprocherait plutôt de D'Annunzio par exemple. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet exemple? Parce qu'on revient à Venise avec D'Annunzio, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il a la Casetta Rossa là-bas, c'est là une petite maison qui se situe sur le Grand Canal. Oui. Alors D'Annunzio, je ne vais pas raconter sa vie, tout ça, mais il a fait une chose extraordinaire, c'est la prise de Fiume qui se situe en Croatie, et il y a instauré la régence, à un moment donné, une régence extraordinaire où il a rassemblé plein de gens de toutes obédiences, de toute idéologie, des anarchistes, des préfascistes, des communistes, tout ça. Ça a duré 1 an. Il avait une constitution qui était extraordinaire, c'est que l'art, et en particulier la musique, était considérée comme la muse de sa régence. Autrement dit, je ne dis pas que tout était permis, il y avait des lois bien évidemment, mais ils ont essayé de créer un État libre et indépendant. Ça a fonctionné, ils se sont bien amusés, et c'était un peu l'idée sous-jacente d'une devise un peu plus célèbre: il vaut mieux vivre 1 an comme un lion que toute sa vie comme un mouton. Et comme on est à Venise, on va parler des lions ailés qui sont sur la couverture de mon bouquin Sécession. C'est un lion de Venise bien évidemment, qui rugit. Un peu comme rugit le tigre que chevauche Evola dans Chevaucher le tigre, un ouvrage majeur. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée.